Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur ce live où nous allons parler de différents sujets d'actualité. Pour cette vidéo, passons maintenant à LCI et soi-disant à Trump qui donne un ultimatum encore à la Russie. Nous allons établir une nouvelle date butoir de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'attendre. C'était 50 jours avant, je voulais être généreux, mais la situation ne s'améliore pas. On connecte tout de suite avec Washington. Justine Jankowski, vous êtes sur place pour LCI. Donald Trump qui hausse le ton. Racontez-nous, comment est-ce qu'on prend cela aux États-Unis? Quel est le message de Donald Trump? Moi, ce qui me fait rire, c'est combien de fois il va hausser le ton. À la fin, eux-mêmes sur LCI, ils ne sont pas fatigués de tout le temps annoncer que Donald Trump hausse le ton. Il va hausser le ton jusqu'où, le pauvre vieillard? Franchement, je me pose la question. Trump. Eh bien, ce désamour, il s'affiche partout dans la presse. Cette déclaration que vous venez de jouer, on l'a vu partout sur les chaînes de télévision. D'ailleurs, d'abord, il a dit qu'il réduisait ce délai. Et là, la déclaration qu'il vient de faire, c'est en réponse à un reporter américain qui lui a dit, mais du coup, quelle est la durée raccourcie de ces sanctions? Et donc, 10 à 12 jours avant donc d'appliquer ces fameuses sanctions. D'autant que le président américain, là, a le soutien d'une grande partie du Congrès. Vous vous rappelez, on en parlait il y a quelques semaines, il y a le sénateur républicain Lindsey Graham qui mène une proposition de loi pour taxer à 500% les pays qui achètent du pétrole russe. Cette proposition, elle fait consensus à Washington. Donc, en somme, Donald Trump n'a qu'à appuyer sur un bouton pour punir la Russie, puisqu'il voit bien que Vladimir Poutine ne bouge pas malgré ce délai, malgré cette pression, qu'il n'a pas l'intention de mettre fin à la guerre. Voilà. Eux-mêmes, ils ont résumé l'échec de l'Occident. Eux-mêmes, ils ont résumé la trappe dans laquelle se jette l'Europe. Ces taxes-là, des gens qui achètent les hydrocarbures russes, ne peut que s'appliquer aux Européens. Qu'est-ce que les Chinois et les Indiens, ils en ont à faire des sanctions des Américains? Il va mettre les 500% sur quel produit? Lui-même, il achète des trucs à la Russie. Les seuls à qui il pourra appliquer ces taxes, c'est les gens qui utilisent le dollar et ce sont les Européens. Les autres, avec la Russie, ils commercent déjà dans leur monnaie locale. Et ils utilisent un système de paiement alternatif. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'ils payent la Russie ni combien ils payent la Russie. Ce qui se passe là, c'est en corrélation avec ce qui se passe avec les droits de douane. C'est que les Américains sont en train de s'assurer que ces idiots d'Européens avec leur russophobie n'auront aucune autre alternative que de se procurer l'hydrocarbure américain au prix fort. Ce qui était l'une des conditions nécessaires. Si vous avez fait des mathématiques, c'était la condition sine qua non au prolongement de l'hégémonie américaine sur l'Occident européen. Il y a un épisode de Grand Angle, je me souviens plus ça date de quelle année, bon, ça date peut-être début du conflit russo-ukrainien, ou avant ça, il y avait Didier Darcet et Grand Angle, je me souviens, et Gérard de Grand Angle qui parlaient. Et Didier Darcet expliquait, c'était par rapport au pétrole de schiste et au gaz de schiste américain, qui nécessitait que le pétrole soit vendu au prix fort pour que cette industrie-là continue de tourner. Et en ce moment-là, on voyait mal comment cette industrie allait continuer à tourner, puisque le prix du pétrole baissait et qu'avec un pétrole faible, les Américains ne pouvaient pas exploiter ces gaz de schiste parce que ça coûtait plus cher. Et ce pétrole de schiste, ça coûtait plus cher à produire qu'à vendre. Désormais, ils ont flingué Nord Stream. Donc, la première industrie d'Europe ne peut plus fonctionner. Soit elle achète le pétrole russe et elle est sanctionnée, comme ça sera là, soit elle achète le pétrole américain, elle achète 3 fois plus cher, ou elle délocalise son industrie aux États-Unis, où elle paye moins cher, mais les Allemands n'ont plus d'argent, puisque les travail part aux États-Unis.
ce qu'ils ont commencé à faire. Et donc, pour continuer à gagner de l'argent, on vous rappelle que les hydrocarbures américains sont vendus 3 à 4 fois plus cher que le prix qu'ils sont vendus aux États-Unis. Comme les Français et les Européens n'ont plus d'alternative, ils ne peuvent que faire ça, accepter de payer 3 à 4 fois plus cher. Donc c'est juste une bêtise dans laquelle les idiots d'Européens et les Anglais là sont contents de dire oui, Trump il sanctionne, alors que Trump il est en train de leur vider les poches. Trump est en train de poursuivre, de prolonger l'hégémonie américaine, non pas avec les Européens, mais sans les Européens, sur le dos des Européens. Beaucoup, Justine Jankowski. Autour de ce plateau, je suis toujours avec vous, Pierre Ménard, avec vous, Michel Fayad, avec vous, Renaud Pila. Très intéressant ce que vient de dire notre correspondante à Washington sur place. Elle dit, aux États-Unis, on est certain qu'on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour punir Vladimir Poutine. Oui, alors après, ça me paraît... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monsieur là, celui qui semble le plus jeune. Parce que c'est lui qui avait expliqué à quel point le 18e train de sanctions des Européens contre la Russie était juste de la blague et qu'il n'y avait aucune partie du monde qui était intéressée ou qui voudrait mettre cela en pratique parce que tout le monde serait perdant. Les seules personnes qui avaient un intérêt à ce que le prix du pétrole baisse et surtout le prix du pétrole russe baisse, c'était les Européens et qu'ils n'avaient pas les moyens de rendre ça effectif. Ça me paraît assez simpliste quand même comme vision américaine. Comme vision américaine de fin de la guerre. On sait qu'effectivement, Trump a toute une partie de ses parlementaires républicains, notamment bien sûr Lindsey Graham et d'autres, voix importantes qui sont pour muscler bien évidemment l'action contre Poutine pour le faire reculer en Ukraine. Je pense... Lindsey Graham et les autres ne sont pas pour faire reculer Poutine en Ukraine. Ils sont pour récupérer leur argent. C'est déjà même pour ça que les États-Unis ont arrêté de faire des dons à l'Ukraine et que désormais toute arme américaine pour qu'elle arrive au front doit être payée d'avance par les Européens. Et deuxièmement, le contrat signé là ne peut être effectif que si on a la paix. Mais comme les Russes ont décidé de prendre ce qu'ils ont à prendre comme garantie de sécurité en Ukraine, ça ne fait que retarder le contrat américain, l'effectivité du contrat américain avec l'Ukraine, et surtout, les Russes, entre-temps, sont en train de prendre certains actifs justement qui figuraient dans ce contrat, notamment les mines. Et on rappelle que Lindsey Graham est le sénateur américain qui a dit qu'il y a beaucoup de gens n'en parlent pas, mais cette guerre, c'est aussi un enjeu de business. Parce qu'il s'agit d'un business de plusieurs trillions de dollars. Je pense que pourquoi c'est assez simpliste, c'est que effectivement là, Trump semble énervé et je dirais piqué dans son ego. C'est surtout son ego, parce que là on est il y a 3 grands empereurs, enfin 2 grands empereurs et un petit empereur. Il y a Xi le chinois, Trump l'américain et puis Poutine le russe qui a l'économie de l'Espagne, je crois. Donc on se retrouve là effectivement. Là, ce n'est que pour se discréditer eux-mêmes. La Russie, certes, n'a pas la puissance économique des 2 autres, mais la Russie a la puissance de son industrie. Tout ce qui est vendu super cher en Occident d'aujourd'hui, c'est pour cela que tu ne peux pas comparer l'Occident européen et américain à la Russie. La Russie s'est autonomisée en grande partie en tout ce qui concerne l'Occident. Certes, il y a encore des choses sur lesquelles ils ont du retard, mais les sanctions et l'effectivité de cette guerre n'a fait que renforcer l'économie russe. C'est pour cela que la fin de cette guerre verra l'économie russe décoller et l'économie européenne stagner ou même plonger. Parce que pendant qu'ils sont en train de se gargariser, de mettre des sanctions à la Russie et tout ça, nous voyons bien que l'économie européenne en particulier continue de sombrer. Par contre, les Russes font les efforts et font les sacrifices pour se sortir de tous les pièges et de la bombe nucléaire économique que l'Europe et les États-Unis leur ont jeté. Eux, ils font tout pour s'en sortir, comme l'a montré Tom Benoît quand il est parti en Russie. Les Russes, ils ne sont pas en train de se plaindre. Tout ce qu'on est en train de leur retirer, de leur refuser, ils sont en train d'essayer de mettre en place des alternatives chez eux, de produire ça eux-mêmes.
sans avoir besoin de l'Occident. Et donc oui, certes, l'économie russe ne peut pas être comparée, mais une autre chose aussi qu'ils ne prennent pas en compte, ces tintins de plateau, comme je les appelle, c'est la parité du pouvoir d'achat. Les choses qui sont vendues en Occident ne sont pas vendues au même prix en Russie. Et donc, certes, les Russes ne gagnent pas autant qu'en Occident, mais ils n'ont pas besoin de gagner autant qu'en Occident pour avoir le train de vie que les gens ils ont en Occident. Le salaire moyen est peut-être inférieur au salaire moyen européen, mais je suis sûr qu'avec le salaire moyen russe, tu t'en sors beaucoup mieux sur le marché intérieur russe que les Européens avec le salaire moyen, tu t'en sors en France. Effectivement, avec Trump qui se voit piquer dans son ego en disant j'ai été trop gentil, j'ai été trop généreux et maintenant je vais agir. Mais je crois qu'en face, s'il n'y a pas une action, alors l'action c'est quoi ? Des sanctions secondaires, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des sanctions sur les produits russes, c'est on punit tout pays qui va commercer avec la Russie en sanctionnant ces pays-là. Voilà les gens qui rêvent encore qu'on est dans l'ancien monde. Tu vas sanctionner ces pays-là où ? On vous rappelle que les États-Unis eux-mêmes sont sortis de l'Organisation mondiale du commerce. Trump a déjà mené sa guerre commerciale contre tout le monde. Et on a bien vu que contre la Chine, elle a perdu. Et le plus gros importateur de pétrole russe, c'est la Chine. Et ensuite, c'est l'Inde. Et là encore, Trump, il sait bien qu'il ne peut pas s'attaquer à cela, puisque une bonne partie de l'industrie technologique américaine repose sur la Chine et sur l'Inde. Donc, c'est juste incroyable les bêtises qu'ils disent sur les télés européennes. Deuxièmement, c'est l'OTAN l'armée américaine qui fournirait à l'Ukraine des missiles de longue portée. Il y a toute une panoplie effectivement de mesures. Mais il me semble qu'en face, Poutine, jusqu'à maintenant, n'en a strictement rien à faire. Il ne bougera pas d'un centimètre. Il a une offensive cet été qu'il continue sur le terrain. On voit que les Ukrainiens ont beaucoup de mal. Donc, on va voir. Moi, je regarde toujours avec Trump. Je regarde toujours avec Trump le notaire. Hein. Tant que c'est pas signé chez le notaire, je n'y crois pas. Donc maintenant, on va voir. Tant que c'est pas signé chez le notaire. Il n'avait pas signé les 50 jours non plus chez le notaire. Oui. La Russie avait pris acte des 50 jours. Elle avait Russie jusqu'en septembre. Le délai est raccourci. Là, on est à 10-12. Ça nous amène à quoi 6, 7 août, 8 août Moscou a déjà parlé. C'est demain. 10-12, c'est demain. Bon, on va regarder, mais j'ai de forts doutes. Michel Fayad. Mais Moscou a déjà parlé en réalité, parce qu'avant même cette déclaration, Moscou a dit que Poutine est prêt à rencontrer Trump en Chine lors du sommet en septembre. Donc déjà, c'est quand même un pas qui est fait par les Russes. Attention, Michel Fayad. En septembre. Oui. En septembre, il s'était basé sur les 50 jours. L'annonce date d'aujourd'hui, vous avez raison. Dans les 10 et 12 jours. C'était exact. Tout n'est pas sur un papier noir et blanc avec Donald Trump, donc ça peut changer. Mais il y a une chose il y a plusieurs choses importantes que je pense qu'il faut dire par rapport aux sanctions sur le pétrole et le gaz. Parce que aujourd'hui, il y a une partie du pétrole russe qui sort avec des papiers kazakhs. Donc en réalité, peut-être que demain, tout le pétrole russe pourrait sortir avec du pétrole kazakh. On fera quoi ? Il n'y a plus de pétrole russe sur le marché, il y a du pétrole kazakh. On le sanctionne comment ? Comment on sépare le pétrole vraiment russe, mais avec un papier kazakh, et le pétrole kazakh avec vraiment un vrai kazakh avec les papiers kazakhs ? Comment on fait ? Donc en réalité... Voilà. Lui, il est un peu plus réaliste sur la réalité de ce que les États-Unis ou les Européens ou les Occidentaux peuvent faire contre la Russie. Ces sanctions peuvent être détournées. Mais Est-ce que Donald Trump, il ne serait pas capable de mettre tout le monde dans le même panier ? Non, mais attendez, parce que cette mesure, le Kazakhstan de la Russie. Parce que cette mesure, elle avantage les États-Unis. Parce qu'en réalité, en annonçant simplement qu'il va sanctionner la Chine et l'Inde, parce que c'est ça en réalité, eh bien, déjà, ça veut dire que, soi-disant, 5 millions de barils de Russes exportés chaque jour de la Russie vont sortir du marché. Cela va entraîner une hausse du prix du baril qui va bénéficier à qui ? Aux Américains. Aux Américains notamment. Qui baisse depuis des mois. Donc rien que l'annonce qu'on va dire sur le marché, il y aura 5 millions de barils en moins, alors que c'est pas vrai. Mais rien que cette annonce, parce que les marchés vont fluctuer. L'Arabie Saoudite va dire, moi je peux amener 2 millions sur le marché, ils peuvent pas plus dans l'immédiat. Donc il y aura 3 millions de les marchés, ils ont ouvert à 15h30. Hein. Il y a 7 minutes. On va voir que vient de dire... Mais vous savez, il y a une réaction toujours très rapide
sur les marchés après les prises de parole de Donald Trump. On a vu cette instabilité sur les droits de douane quand il bondissait les 300, les 500%. Le marché a été complètement déstabilisé. Bon, cette dame, il faut relativiser ce qu'elle dit, hein, puisque quand il y a eu le bombardement sur l'Iran, les marchés n'ont pas bougé. Voilà. Donc, beaucoup de choses qui se disent est déjà pricées sur le marché. Je ne sais pas, ça date de quand cette annonce, mais le pétrole américain, c'est le WTI. On va le faire ici. Bon, après, moi, je suis en Afrique. Et en Afrique, Google, il est un peu méchant avec les Africains. Ça n'affiche pas totalement les prix comme ça afficherait si tu es en Europe. Si tu es en Europe, si tu tapes ça, normalement, on t'affiche directement le cours du WTI en ce moment. Mais vous voyez, ici, je tape, ça m'affiche. Je dois aller sur Boursorama ou sur Investing. Donc, on va y aller. Déjà, regardons. L'annonce était il y a moins de 24 heures. Et on va mettre journalier. Donc, vous avez vu hier, c'était bien ça, c'était le 28. Hier, à l'annonce de Donald Trump, le baril a ouvert à $65 et a fermé à $66. Hein? Comme je vous ai dit, le marché ne bouge pas tellement. Il faut relativiser énormément les choses que ces gens-là disent. Regardez, le plus bas du pétrole en 2025, ça date de juillet. Non, même pas. 2025, non, ce mois-ci, c'est ce mois-ci. Parce que là, si on met ça, voilà. 2025, ça commence là. Et donc, 2025, le plus bas, on est à 57 $. Et donc, vous voyez bien que l'Amérique est en train de jouer pour vous dire que ça correspond à ce que je vous avais dit déjà. À chaque fois, Trump, il parle de sanctions pour essayer de relancer la hausse du prix du pétrole. Parce que pour qu'on continue à exploiter le pétrole américain et que ça soit rentable, il faut que le prix du pétrole soit élevé. Et vous voyez bien, le mois dernier, c'était monté, c'est redescendu. Et donc maintenant, comme par hasard, c'est monté, c'est redescendu, Trump vient encore d'annoncer des choses. Et malgré cela, on voit que ça n'a quasiment pas bougé. Le plus haut taux, le plus haut, c'était, on avait atteint le 20 juin. Le 20 juin 2025, le pétrole avait clôturé à $77 et le lendemain, il s'était cassé les dents en descendant ou en tout cas en 2 jours, en descendant jusqu'à $64. Et depuis là, le 24 juin 2025, nous sommes dans un range, ce qui veut dire que nous sommes entre $64 et $68. Et vous voyez bien, malgré les annonces de Trump, le pétrole reste dans ce range-là. Donc la dame, elle s'empresse de vous parler de la bourse, mais concrètement elle-même, je suis sûr qu'elle a encore moins de notions de bourse que moi qui vous ai parlé de mon passé de trader personnel avec mon argent. Est-ce que ça va être le cas dans quelques minutes sur les marchés? Quelques minutes, je ne sais pas, mais par contre, je ne crois pas sur ces quelques minutes, mais par contre, si l'annonce est vraiment faite, strictement, c'est-à-dire les 500% de taxes sur les Chinois et les Indiens qui achèteraient du pétrole russe, c'est de quoi en fait faire peur, comme à un moment où on a fait peur comme quoi le détroit d'Ormuz allait être fermé. Donc c'est une annonce qui peut entraîner la hausse du prix du baril, et encore une fois, ça favoriserait Donald Trump. Et c'est pour cela que sur votre antenne ici, j'avais dit déjà que la proposition européenne de taper sur le pétrole russe était une mauvaise idée, parce que ça rapprochait Donald Trump et Vladimir Poutine, parce que les deux veulent un prix du baril élevé, et même si on rajoute l'Arabie Saoudite et autres. Donc l'Europe s'est trompée de bataille. C'est un peu comme lors de la négociation hier. Pour moi, au lieu de céder comme ça sur l'énergie et comme vous le disiez sur la défense, qui étaient quand même deux aspects que l'Europe veut renforcer et sur lequel on a un avantage sur les États-Unis, parce que sans le fait de signer des contrats long terme avec les pays européens, les États-Unis ne peuvent pas financer la construction de leur installation pour liquéfier le gaz naturel. Michel Fayet, donc nous, on a l'avantage. Soyons précis. Ce que vous nous dites à l'instant sur LCI, c'est l'Europe, dindon de la farce, encore une fois, en direct. Merci de le dire.
Merci de le dire. On ne comprend pas. Ils pensent que tous les gens sont idiots. Après, certainement que beaucoup de gens, comme ceux qui disent à la télé, j'ai vu à la télé, ne comprennent pas concrètement de quoi ils parlent. Et surtout, c'est pour cela que des gens comme ce monsieur-là, Lafaya, est rarement invité sur les plateaux, ou en tout cas moins que d'autres, et particulièrement quand c'est les grandes heures de propagande, comme quand c'est la dame avec les cheveux noirs, ou alors quand c'est Darius Rochebin, parce que eux, ils disent au moins la vérité, et donc il faut les mettre à des moments où les gens ne regardent pas trop. Du Royaume-Uni, cette annonce ne dessert parce qu'on négocie pas bien. Pas les Américains, parce qu'on négocie pas bien. On négocie pas du tout. Alors, allez-y, Pierre Ménard. Pierre Ménard, allez-y. Là, je crois, si vous voulez, pour éclaircir un peu, clarifier le débat sur les sanctions, parce que parfois on s'y perd un peu et on se demande pourquoi toutes ces sanctions. Je rappelle qu'il y a eu 18 trains de sanctions européennes. 18 paquets. 18 paquets, oui, trains, donc vous voulez. Et que finalement, les Russes s'en portent mal, en fait, parce qu'ils ne l'avouent pas, mais il y a un effet, mais pas un effet majeur. En tout cas, ça ne les conduit pas à arrêter la guerre. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des sanctions obligatoires. D'ailleurs, les Russes ont un élément de leur propagande qui dit que ce sont des sanctions illégales. C'est pas vrai, parce que c'est tout à fait légal. On a le droit de prendre des sanctions si on veut. Écoutez son raisonnement à ce monsieur. Je ne sais pas il est qui, diplomate, ex-conseiller européen de Jacques Chirac et de Alain Juppé. C'est juste une catastrophe. Écoutez ce qu'il justifie pour dire que les sanctions sont légales. Nos sanctions ne sont pas illégales parce qu'on a le droit de prendre des sanctions si on veut. Mais tout ce que fait la Russie est illégal parce qu'eux, ils n'auraient pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Je ne sais pas à quel point les gens de l'Occident, ils se rendent compte d'à quel point ils ont flingué tout ce qu'ils avaient construit eux-mêmes. Soi-disant, pour sanctionner un État, tu dois être à un niveau supra-étatique. Tu dois être au niveau international. Le fameux droit international que, soi-disant, ils avaient construit pour gérer les conflits entre les plus gros et les plus grands pour éviter que les plus gros ne fassent du mal aux plus petits, comme le disait l'ex-ambassadeur français de je ne sais plus quel truc. Et ici, vous vous rendez compte que leurs sanctions sont prises entre Européens. On ne consulte pas les Africains, on ne consulte pas les Asiatiques, on ne consulte pas le reste du monde. Et maintenant, en quoi vos sanctions en vous, les Européens, devraient s'appliquer chez eux? Vous avez vu les Chinois prendre des sanctions par rapport à vous, et surtout là où ça fait le plus rire, c'est que l'autre qui est en train de commettre des exactions, accusé de tous les pires crimes de l'humanité, quelles sanctions ont-ils pris contre ce pays-là? Comme tout à l'heure, on va le voir. Quelles sanctions ont-ils pris? Là où il y a clairement violation de tous les principes, de toutes les choses qu'eux-mêmes ils ont édictées comme quoi plus aucun pays n'avait le droit de faire. Mais elles ne sont pas obligatoires puisqu'elles ne se résultent pas d'une résolution du Conseil de sécurité. Pour une raison très simple, c'est que les Russes bloqueraient cette résolution. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai que les Chinois vont vous laisser faire. Si vous n'arrivez plus à faire passer vos résolutions à l'ONU, n'est-ce pas parce que vous en avez abusé? La dernière résolution qui a convaincu tout le monde que vous étiez des menteurs, c'est pas la résolution sur Kadhafi? Où vous deviez juste intervenir pour, soi-disant, épargner ou empêcher que Kadhafi ne s'en prenne à la population civile, et ça s'est transformé en une révolution qui a fini par l'exécution de Kadhafi? Non. Alors, il y a un seul pays au monde, les États-Unis, qui est capable, et on l'a vu avec l'Iran, on l'a vu avec beaucoup de Cuba, la Corée du Nord, un seul pays qui est capable d'imposer des sanctions quasiment obligatoires parce que ils ont des instruments unilatéraux de pression, comme le SWIFT, notamment le SWIFT. Il y a le SWIFT, il y a le fait que leur loi est extraterritoriale. Ouais. Ah Seigneur Dieu, vraiment, c'est incroyable de voir les gens qui sont payés autant d'argent à dire autant de conneries. SWIFT, ça, soi-disant appartient aux Américains. Mais la dernière fois, quand les Américains étaient d'accord pour qu'on remette la banque agricole russe dans SWIFT, c'est qui a refusé? N'est-ce pas les Européens? SWIFT, ça ne se trouve pas
dans un bâtiment en Belgique ou quelque part. Et c'est pas pour cela que les Européens ont fait capote l'accord qui était sur le céréal, la circulation du céréal dans la mer Noire. Non, c'est pas ça. Ensuite, l'extraterritorialité du dollar n'est-il pas en train de tomber en désuétude, puisque la majorité des pays du Sud maintenant refusent d'acheter des bons du Trésor américain, échangent de plus en plus dans leur monnaie locale, et que les mêmes pays du Sud sont en train de mettre en place ou veulent mettre en place un système de dépôt indépendant pour les paiements entre eux, et aussi un système d'alternative de paiement entre eux qui est déjà effectif en ce moment même. Si tu achètes et que tu ne payes pas en dollars, en quoi tu voles le droit américain? Et c'est pour ça qu'on vous dit les seuls qui vont racler avec les règles américaines sont les Européens, puisque les Européens, à cause de leur hedge fund, à cause de leur dépendance économique aux États-Unis, ne peuvent pas se passer du dollar. Et tant qu'ils utiliseront du dollar, ils seront sous l'extraterritorialité du dollar. Mais les autres, s'ils ne payent pas avec le dollar, qu'est-ce qu'ils en ont à faire des États-Unis? Il va dire quoi? N'importe quoi. C'est-à-dire que si on ne la respecte pas, on peut être sanctionné et poursuivi, et surtout le rôle du dollar. Le pétrole, il se calcule en dollars. Donc si les États-Unis prennent vraiment des sanctions secondaires, parce que c'est ça dont il s'agit, les sanctions à l'égard de la Russie, comme ça a été dit, c'est une petite économie en fait. Donc une petite économie a l'avantage de pouvoir résister à des sanctions. En revanche, des économies comme la Chine et l'Inde ne peuvent pas résister. C'est plus compliqué, oui. Donc, c'est pour cela, eux, ils ont gagné leur bataille contre les États-Unis, mais vous les avez perdus, comme on va suivre dans la suite. Hein? Vous avez baissé la culotte parce que vous pouvez résister aux États-Unis. Eux, ils ont gardé leur culotte et négocié avec les Américains parce que eux, ils sont trop faibles par rapport aux Américains. En tout cas, j'arrête là. L'effectivité, soi-disant, des 12 jours de ultimatum de Trump, vous voyez bien que là encore, c'est du lesbrouf. Les Européens, ils aiment bien ça parce que ça encense leur russophobie, leur rage ou leur méfiance, leur méchanceté envers la Russie. Mais concrètement, ils sont contents de eux-mêmes être les dindons de la farce. En substance, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que eux, tant qu'on dit quelque chose qui va dans leur sens, ça ne les dérange pas d'être les dindons de la farce s'ils peuvent se vanter que ça va dans le sens de leur haine, de leur méchanceté avec la Russie. Ça ne les gêne pas d'être les dindons de la farce. Concrètement, on va arriver aux 12 jours, vous allez voir que Trump, il ne va rien faire du tout. Et de toute manière, s'il fait, ce ne sera pas des mesures effectives pour le reste du monde, ce sera des mesures effectives contre les Européens qui devront payer plus cher, et donc que ça bénéficiera aux États-Unis sans rien faire à la Russie. Okay. Donc maintenant, nous sommes passés aux sanctions de Trump. Nous allons toujours rester sur LCI pour continuer à rigoler, mais il y aura d'autres vidéos qui seront associées à cela, puisque ici nous allons regarder comment l'Europe a définitivement baissé son froc et surtout a confirmé ce que je vous avais dit ici, que Trump, il était en train de préparer le prolongement de l'hégémonie américaine, non pas sur le reste du monde, parce qu'ils 20h40 sont en train de se détacher des Européens et des Américains, mais sur le dos des Européens qui sont les laquais des Américains. Et donc, c'est là. Peace out.